Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je tiens avant tout à remercier très particulièrement les personnes suivantes sans lesquelles cet ouvrage n'aurait jamais vu le jour. Elles ont été présentes dès les balbutiements, alors même que j'hésitais et tergiversais encore. Gustave Katumbaen, Mitch, Urbain Kalembou, Mehani Kabouya, Yannick Mboto, Jeannie Mulenda, Jean-Luc Mvita et Joyce Bondobaï. Mes remerciements vont également à Minia Boulaya, prof Armand Akoto, Abbé JP Mbelou, prof Jean-Jacques Kabongo, Loïc Kabongo, Antoine Kabala et Adam Tchoni qui ont accepté de relire mon projet, me formulant des remarques plus que pertinentes, tout en me donnant des idées pour le moins originales. Je leur suis très reconnaissant. Spécial remerciement à me Jean-Pierre Kilenda, qui a sérieusement éprouvé mon raisonnement juridique. Mention spéciale à mes infographistes Jean-Luc Mvita, Egg Kwanzambi et Wendy Mebok pour leur grand professionnalisme. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers Patrick Lusangu Kapeta, Jacques Tshisekedi et Kamo Daniela Lusangu pour avoir facilité le contact avec le préfacier du présent ouvrage. Enfin, mes remerciements vont à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de cet ouvrage, qui par une idée originale, une réflexion, qui en me prêtant un ouvrage ou en m'orientant vers un article intéressant. Je pense notamment à me Dieudonné, Ali Chibouaboua, me HP. Roger Mukendi, me Poli Kayimba, me Guilain Mafuta, me Cédric Kabongo, me Guilain Kikangala, me Arnaud Chibangu, me Nicolas Kanyonga, me Didier Bompeit, mi Papi Chimpangila, me Louis-Dor Capitaine, Cheikh Fita, Baby Balukuna, Davida Randria Banona, Armanger, Sarah Sabiti, David Bondo, Pasteur Joseph B., Dr Patrick B., Chania Monsieur, Olga Zanou, Leslie Vine et Ilse de Rovers. Acronymes, sigles et abréviations. La Constitution est un document qui protège le peuple du gouvernement. Ronald Reagan. On ne doit toucher aux lois qu'avec des mains tremblantes. Montesquieu. La Constitution est une vieille dame qu'il convient de ne pas brusquer. Herman de Croo. Une action peut être dans la ligne de la légalité, la plus pure et se révéler parfaitement illégitime. La légitimité, c'est la conformité à la conscience du moment. Robert Dossou. Préface. Le présent ouvrage nous plonge dans la réalité peu reluisante des révisions constitutionnelles intempestives en Afrique, dont il est de notoriété publique qu'elles sont pour la plupart moesses par une volonté de conservation du pouvoir. Plus qu'un constat, l'auteur engage une réflexion intéressante avec pour objectif de battre en brèche ces pratiques cyniques, dans le chef des tenants du pouvoir africain. Ce cynisme atteint son paroxysme au travers d'une nouvelle pratique, depuis peu en vogue, beaucoup plus subtile et plus déstabilisante, celle des changements de constitution ayant pour effet pervers la remise des compteurs à zéro. Les auteurs de ces pratiques se trouvent être juges et parties, pour des décisions pourtant capitales et inhérentes à la stabilité des États en Afrique. Le comble du paradoxe repose dans le fait que ces changements de constitution ne sont en rien la résultante de bouleversements profonds sur le plan institutionnel, politique ou sociétal. Cette nouvelle pratique pointe à l'horizon, à la grande satisfaction des tenants du pouvoir africain, dont l'éthique laisse souvent à désirer et de leurs parrains. Hélas, guerre civile, conflits armés, rébellions, soulèvements, crise de légitimité semblent encore promis à de beaux jours sur le continent, aux grandes dames de sa population déjà meurtrie. Ayant plus d'un tour dans leur sac, au-delà des révisions et changements des lois fondamentales, les acteurs politiques africains n'hésitent pas à contourner la difficulté dès qu'ils se sentent acculés, en tripatouillant plutôt les lois électorales à la veille des scrutins, afin bien sûr de changer les règles du jeu dans le seul et unique but de s'éterniser au pouvoir. À l'instar de l'auteur, l'on peut légitimement se demander comment plus de 50 ans après les indépendances, avec toute l'expertise acquise, les constituants africains n'en sont encore qu'à la rédaction des lois fondamentales qui, avec une certaine récurrence, regorgent de dispositions anachroniques ou entachées d'ineptie. Pareille attitude ne détourne-t-elle pas, in fine, ces textes majeurs de leur objectif premier, à savoir la stabilisation de l'État, à l'image du socle ou de la fondation d'une structure ? Mon expérience m'a enseigné qu'être constituant est une des tâches les plus nobles qui soient dans une carrière tant scientifique que politique.
Jeune juriste, à peine sorti de l'université, dépourvu d'expérience en la matière, mes collègues et moi fûmes confrontés à cet exercice. La tâche fut loin d'être aisée, au regard de la situation de crise de la période post-indépendance qui parut insurmontable. Néanmoins, il fallut pour ce faire nous surpasser pour remplir à bien cette mission. En effet, les enjeux majeurs de l'époque rendirent cette mission complexe dans la mesure où il nous fallait trouver les bonnes formules, notamment en termes de régime politique et forme de l'État. Cela requit une grande maturité ainsi qu'une grande prise de conscience de l'ampleur de la tâche, tant il fallut faire preuve de prosélytisme. 5 décennies après les indépendances, la donne a sensiblement changé. Il est sorti de nos universités 10 000 fois plus de diplômés. En sus, eu égard au nombre de textes fondamentaux déjà rédigés et des révisions effectuées, à bon ou à mauvais escient, l'Afrique a de toute évidence accru son expérience en la matière. Et pourtant, in facto, la réalité est un parfait démenti. Les constitutions africaines sont de plus en plus galvaudées et parallèlement, très contestées. En témoigne le nombre de révisions intempestives et aujourd'hui d'abrogations annoncées, avec comme corollaire une instabilité politique chronique. Nonobstant le fait que l'Afrique affiche un parcours politico-juridique non négligeable, les constituants africains en sont toujours à l'élaboration de textes sujets à caution. Un réel paradoxe. À titre d'illustration, la révision constitutionnelle congolaise à la hussarde de janvier 2011 dont le peuple congolais et moi-même avions été victimes, laquelle a par ailleurs mis à nu, non seulement la grande fragilité du texte originel, mais également le niveau d'immaturité des acteurs politiques par rapport aux textes légaux. Dans le chef de ceux-ci, ces textes ne sont visiblement rien d'autre que des banals parchemins. Certes, l'œuvre humaine demeure imparfaite et donc perfectible. Ainsi, les révisions constitutionnelles font partie de la règle même du jeu. Néanmoins, comme le rappelle l'auteur à temps et à contre-temps, des constituants dérivés ou institués responsables doivent s'abstenir de s'incruster dans les brèches en faisant main basse sur les textes fondamentaux, comme ce fut le cas lors de la dite révision de janvier 2011. Laquelle a eu, ni plus ni moins, comme effet évident de porter un coup de frein à la marche vers l'état de droit, cheval de bataille du combat auquel j'ai consacré une majeure partie de mon existence. Par-delà les frontières du Congo-Zaïre, ce combat est également celui de l'Afrique en général. Si bien que dans leur ensemble, les peuples du continent africain, comme tous les peuples du monde, aspirent ardemment à l'instauration d'états de droit pour un avenir radieux. Il est donc impérieux de redonner aux constitutions africaines leur lettre de noblesse, en faisant œuvre utile. Ainsi, avec des verrous et contrôles efficients, elles pourront alors jouer valablement leur rôle et partant hisser les États dans le concert des nations civilisées. Ce qui ne peut être concevable qu'avec des hommes politiques conscients de leur mission, accomplis et matures. De par son expérience d'homme de droit, l'auteur a fait le choix courageux d'écrire afin de mettre ses connaissances ainsi que son expérience acquise sur le vieux continent, notamment en matière de démocratie et d'état de droit, au profit de l'Afrique. Lequel continent possède suffisamment d'atouts et de potentialités pour assumer, dans un futur proche, le statut de puissance économique, à la condition sine qua non que l'instabilité politique y soit éradiquée. L'auteur a non seulement épinglé ce qui plombe le constitutionnalisme africain, mais il pousse également sa pensée au-delà de cet aspect des choses, en formulant des recommandations on ne peut plus pertinentes. Il lève ainsi des options radicales et courageuses en termes de pistes de solutions. Il prend le contre-pied des thèses généralement soutenues à dessein, par des hommes de science africains dépourvus de toute conscience. Future classe dirigeante, la jeunesse africaine se trouve aujourd'hui être gangrenée par des thèses qui altèrent ses connaissances. Sa perception de la Constitution et de son rôle éminemment noble, pour la survie et le rayonnement d'un État s'en trouve hélas erronée. En effet, dans le chef de celle-ci, elle est perçue comme un texte à la portée mieux, au service des majorités parlementaires et non comme le fruit d'un consensus national qui transcende les différents courants politico-philosophiques. D'où l'importance pour des hommes de droit, consciencieux, de prendre la plume afin de préserver la postérité des contre-vérités. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, docteur en droit de l'Université de Lovanium Kinshasa. Introduction générale. Afrique berceau de l'humanité.
puissance économique du futur, scandale géologique, réserve naturelle inépuisable, continent de la biodiversité et j'en passe. Autant de qualificatifs élogieux qui peignent un profil idyllique de ce continent. Et pourtant, pour tout observateur, même le moins averti, l'Afrique ne cesse d'assumer depuis belle lurette le statut de berceau des conflits armés, des crises sociales, climatiques, politiques et économiques de toutes sortes, et plus récemment des tripatouillages électoraux et constitutionnels. Bref, de parents pauvres de la démocratie. Après la première période sombre de la colonisation, le continent africain connut, fin des années 50, début des années 60, un second mouvement, celui des décolonisations. Par la suite, il y eut un autre mouvement, celui des indépendances qui a suscité de grands espoirs, avec l'émergence des personnalités très charismatiques à l'instar du Ghanéen Kwame Nkrumah, du Guinéen Ahmed Sékou Touré, de l'Ivoirien Houphouët-Boigny, du Congolais Patrice Emery Lumumba et un peu plus tard Mobutu, du Sénégalais Léopold Sédar Senghor et peu après d'Abdou Diouf, du Marocain Hassan II, etc. Puis s'ensuivit une autre période sombre, celle des régimes forts, car la plupart des pères des indépendances se sont révélés être de véritables tyrans. Pendant une vingtaine, une trentaine d'années voire plus, l'Afrique a plongé dans des dictatures et coups d'État militaires à n'en plus finir. Au crépuscule des années 80, l'effondrement du bloc de l'Est, intervenu vers la fin des années 80 et soutenu de l'intérieur par Mikhaïl Gorbatchev, mit un terme à la guerre froide. Laquelle guerre joua par ailleurs un rôle non négligeable dans l'instauration et le renforcement des dictatures dans le monde. Conséquence logique, des voix s'élevèrent pour réclamer la fin des régimes dictatoriaux soutenus et entretenus par les grandes puissances dans le cadre de cette fameuse guerre froide. Entre autres, celle de François Mitterrand, dans son célèbre discours de la Baule, fit souffler un vent de démocratisation de tous les espoirs. Sous cette mouvance, l'Afrique amorçait lentement mais sûrement sa marche vers la démocratie. Le point culminant en fut certainement l'organisation des assises, des concertations ayant généralement pris la forme de conférences nationales, lesquelles ont permis aux uns et aux autres de s'expliquer, voire de se réconcilier et ainsi de partir sur de nouvelles bases. Corollaire, des gouvernements de transition virent le jour, de nouvelles constitutions furent élaborées, et dans certains pays, des élections furent tout de suite organisées permettant d'assister à l'émergence de nouvelles figures emblématiques comme Nelson Mandela en Afrique du Sud, Abdoulaye Wade au Sénégal et peu après Macky Sall, Olusegun Obasanjo au Nigeria, Dieudonné Nicéphore Soglo au Bénin et plus tard Yayi Boni, Pascal Lissouba en République du Congo et tant d'autres. Très tôt, à quelques exceptions près, la plupart de ces nouvelles figures incarnant le mouvement démocratique se sont révélées être des dictateurs en puissance. C'est ainsi que pour se maintenir au pouvoir, l'on assista à de nouvelles pratiques qui font malheureusement ravage encore aujourd'hui. Ce fut une nouvelle ère, celle des révisions constitutionnelles et tripatouillage des processus électoraux dans le seul but de se maintenir au pouvoir en prenant malgré tout le soin de se donner une certaine légitimité et crédibilité, tant sur le plan national qu'international. Au-delà des révisions intempestives en vogue, une autre pratique plus cynique et dangereuse pointe à l'horizon, celle de l'abrogation pure et simple des constitutions au motif qu'elles sont inadaptées. Cette pratique a été recensée à différentes époques, dans la quasi-totalité des pays d'Afrique. Encore récemment, l'on a enregistré des révisions constitutionnelles qui ont fait couler beaucoup d'encre et même de sang. Au moment où nous couchons ces lignes, au courant de l'année 2014 à 2015, plusieurs pays se trouvent à la croisée des chemins car des élections se profilent à l'horizon. Mais la particularité est que bon nombre de présidents sortants arrivent tous en fin de second mandat, le maximum autorisé par leurs constitutions respectives. Les états-majors des partis au pouvoir sont justement sur le pied de guerre, concoctant ainsi plusieurs stratégies pour s'y éterniser. Le magazine Jeune Afrique portait d'ailleurs des titres on ne peut plus révélateurs. Partira ? Partira pas ? Pour le premier, de père en fils. Pour le second. Le 31 octobre 2014, l'un des présidents confrontés à cette réalité en a déjà payé le prix. En effet, Blaise Compaoré a été victime de cette pratique qui lui a pourtant permis de se maintenir au pouvoir 27 ans durant, après une énième tentative de révision avortée la veille, le 30 octobre 2014. L'une des révisions les plus spectaculaires fut celle de la République démocratique du Congo du 20 janvier 2011,
dont l'onde de choc se fait encore sentir aujourd'hui, laquelle fit changer les règles du jeu électoral quelques mois seulement avant le scrutin du 28 novembre de la même année. Ce ne fut pas la seule particularité. Ce qui caractérisa cette démarche fut très certainement sa célérité. En effet, initiée le 11 janvier 2011, la révision de la Constitution du 18 février 2006 fut promulguée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011. Soit 9 jours seulement après son déclenchement. Certes, la publication dans le journal officiel de la rez-de-chaussée n'a été faite que le 1er février de la même année. Cependant, en moins de 10 jours le mal était fait. Ce fut le début d'une crise sans précédent en rez-de-chaussée qui déboucha sur les élections probablement les plus contestées de l'histoire du pays, au point où l'on assista à une double prestation de serment courant du mois de décembre 2011. L'une, dans un camp militaire, par le président sortant Joseph Kabila, qui fut proclamé vainqueur avec 48,95% des voix et L'. Autre, dans sa résidence, par le légendaire et farouche opposant aux différentes dictatures, Étienne Tshisekedi, arbitrairement crédité de 32%. 5 ans après ces élections chahutées, l'on parle encore aujourd'hui de crise de légitimité, expression qui fait désormais partie du vocabulaire du Congolais. Laquelle crise a d'ailleurs atteint son paroxysme au courant de l'année électorale 2016. Hormis les cas précités, en avril 2014, le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, se faisait réélire avec 81,53%. Cependant, le taux d'abstention fut élevé, alors que de leur côté les opposants crièrent au vol. L'Afrique semble définitivement vouée à ce genre de scénario. En effet, comme l'avait très justement prédit le magazine Jeune Afrique, les rendez-vous électoraux se sont avérés tumultueux. Qu'est-ce qui ne va décidément pas en Afrique ? Ce continent est-il à jamais condamné à jouer le rôle de parent pauvre de la démocratie ? Ce système de gestion des États lui convient-il ? La pratique électorale lui est-elle adaptée ? Existe-t-il une démocratie propre à l'Afrique ? Tant de questions que nous nous sommes posées à l'instar d'autres analystes, notamment l'abbé Jean-Pierre Mbelou dans un ouvrage que je recommande. L'élément déclencheur de notre décision d'écrire cet ouvrage fut, comme on peut le deviner, la révision constitutionnelle congolaise record de janvier 2011. En tant que juristes, nous venions plus que jamais de réaliser la fragilité des verrous constitutionnels de la rez-de-chaussée, en particulier des mécanismes de révision, mais également de la grande majorité des pays africains. Et cela est d'autant plus vrai que pendant notre cursus universitaire, nos professeurs de droit constitutionnel n'avaient de cesse de marteler en substance que le mécanisme de révision était et resterait la pierre angulaire d'une constitution. C'est d'ailleurs l'une des citations du professeur Francis Delperré à ce propos, qui sera la clé de lecture de notre troisième partie. Ce fut donc cette triste réalité juridique qui nous a guidés dans le choix de notre sujet. D'où le titre de l'ouvrage. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de juriste de rappeler au lecteur dans une première partie les notions de base de ce qui compose l'architecture ou la pyramide des normes juridiques. Puis, nous nous efforcerons d'en tirer des enseignements. Dans une seconde partie, nous tenterons de dresser un curriculum vitae constitutionnel de la rez-de-chaussée depuis 1885 à nos jours. Puis, nous nous pencherons particulièrement sur le texte constitutionnel congolais du 18 février 2006, notamment son bel exposé des motifs ainsi que son préambule mais également et surtout ses verrous qui sont censés, ni plus ni moins, être le gage d'une constitution stable et efficace. Nous clorons également par des enseignements. La troisième partie sera, quant à elle, justement consacrée au mécanisme de révision d'une constitution. Nous baserons notre réflexion sur une citation forte à propos du professeur Delperré qui affirme en substance, parlant de l'article 195 de la Constitution belge, que le mécanisme de révision est le cœur même du système constitutionnel. Puis, nous nous efforcerons de faire une étude comparée des différents mécanismes de révision de plusieurs constitutions triées sur le volet. D'une part celle des grandes démocraties occidentales, d'autre part celle des démocraties africaines. Puis, nous dégagerons une tendance en guise d'enseignement. Enfin, dans une quatrième et dernière partie, tel un médecin au chevet du continent africain,
nous proposerons des pistes de solutions sous forme de recommandations. Notre conclusion sera, quant à elle, une synthèse des différents enseignements tirés des 4 parties de l'ouvrage. Première partie, quelques fondamentaux. Introduction. Déjà en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août posa, en son article 16, un postulat pour le moins révélateur de ce qu'est intrinsèquement une constitution, mais surtout du rôle qu'elle est appelée à jouer, en stipulant sans embâche que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas assurée, ni la garantie des droits préservés, n'a point de constitution. Le ton fut donc donné, le décor planté et la Constitution reçut ainsi ses lettres de noblesse. En d'autres termes, cette disposition consacra le rôle premier d'une Constitution, à savoir l'organisation, mais également et surtout les limites matérielles des différents pouvoirs qui composent un État d'une part, et la consécration des droits et libertés fondamentales du citoyen qui doivent coûte que coûte être garantis d'autre part. Ce double rôle paraît donc être inhérent à la nature même d'une Constitution. L'on perçoit d'emblée la position importante et le rôle prépondérant qu'assure une telle norme, non seulement dans la naissance d'un État, mais également lors de son cheminement dans la société internationale. C'est pour cette raison que la Constitution en tant que norme fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre des études de droit. Qu'est-ce que le droit ? C'est l'ensemble des règles de conduite qui visent à ce que notre comportement soit conforme à certains modèles, pour que la vie en société soit possible. Par ailleurs, l'une des branches importantes du droit est le droit constitutionnel, qui se limite aux règles de base du droit public, celles qui régissent les organes supérieurs de l'État et de ses composantes et déterminent les droits fondamentaux des individus et des groupes. Ces règles de base sont en Belgique, en rez-de-chaussée comme dans la plupart des autres États, censées inscrites dans un ensemble normatif bien particulier, la Constitution. C'est très opportunément que F. Deléré affirma que le droit constitutionnel peut servir à clarifier le débat politique, à l'engager sur des rails sûrs, à éviter les dérapages, à circonscrire le champ de la décision publique. Pour rappel, les inventeurs de la notion moderne de constitution sont les révolutionnaires américains. Ils dotèrent les colonies américaines devenues indépendantes des constitutions des 1776 et français. Ils adoptèrent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789 et la placèrent ensuite en tête de la Constitution de 1791. Pour ces pères fondateurs du libéralisme politique, une constitution est un instrument de limitation de la puissance des pouvoirs publics. Étymologiquement, le mot constitution vient du latin constitutio. Dans la cité romaine, la constitution impériale avait une acception très large. L'expression constitution de l'État réapparaît à la Renaissance. Elle désigne chez Machiavel le régime établi dans l'État. Au XVIIIe siècle, le sens du mot constitution se rétrécit. Le terme ne revêt plus qu'une signification politique. Ainsi, la Constitution est l'acte par lequel les citoyens définissent les conditions d'exercice du pouvoir politique. Les gouvernants ne sont pas libres d'acquérir le pouvoir, d'y rester et de l'utiliser comme ils le veulent. Ils sont soumis au respect des règles édictées par la nation. Ce postulat nous permet de fixer le cadre et par conséquent les bases de cette première partie, qui s'articulera comme suit. Le premier chapitre sera consacré non seulement à différentes définitions que l'on attribue à une constitution, mais aussi autant que faire se peut, aux autres normes qui gravitent et s'organisent autour d'elles, sachant qu'elles sont nombreuses et diversifiées selon les systèmes juridiques, portant ainsi des dénominations différentes. Pour éviter de naviguer en tous sens, au risque de passer à côté du but poursuivi, le présent ouvrage définit essentiellement les normes des systèmes juridiques belges, congolais et américains, en se permettant quelques petits détours vers d'autres systèmes juridiques au cas où cela s'avérerait nécessaire. Dans le même chapitre, après avoir ainsi défini la Constitution et les différentes autres normes qui en composent l'architecture, nous nous attellerons à déterminer la position de la Constitution par le biais de l'infographie, pour une optimalisation du message. Puis, toujours dans le même chapitre, nous tenterons de comprendre pourquoi il existe une juridiction spécifique assurant le rôle de gardien de la Constitution. Cela lui confère-t-il une position prépondérante ? Après avoir tenté de définir et de déterminer la position de la Constitution dans l'architecture des normes, dans un second chapitre,
une question cruciale se posera dans le cadre de cet ouvrage. La Constitution en tant que norme créatrice et organisatrice d'un État est-elle modifiable ou révisable ou encore abrogeable? Si oui, à quelles conditions et à quelle fréquence? Ensuite, toujours dans le même ordre d'idées, un troisième chapitre passera au peigne fin les différentes révisions constitutionnelles de trois grandes démocraties que sont la Belgique, les États-Unis et la France. Ceci, afin d'appréhender la manière dont les constituants dérivés s'y sont comportés. Quelles en étaient la ratio legis, le modus operandi ainsi que les fréquences? L'état de droit ainsi que la démocratie dans ces trois nations en ont-ils pour autant pris un coup? Telles sont les questions qui seront abordées. Enfin, en guise de conclusion à la présente partie, les enseignements qui s'imposent seront tirés. Chapitre I. Notion et place de la Constitution dans l'architecture des normes. 1. D'emblée, et d'aucuns ne l'ignorent, on peut affirmer que la Constitution est une règle singulière et atypique à maint égard. On trouve dans les ouvrages y afférents de multiples définitions. Cependant, comme on le verra infra, elles ont toutes un ou plusieurs dénominateurs communs quel que soit l'angle sous lequel cette notion est abordée. Le présent ouvrage s'efforce de reprendre les définitions les plus évocatrices de la réalité que représente cette norme, pour ensuite relever les dénominateurs communs qui en constituent par la même occasion des caractéristiques propres. Cependant, afin de prendre la mesure de la singularité et de l'importance de cette norme, il est judicieux d'en faire un aperçu historique. Cela permet assurément de comprendre comment elle s'est logiquement, voire naturellement imposée comme la norme fondamentale. Section I. Bref aperçu historique. 2. La Constitution est en effet une norme qui a, sous la forme écrite ou non, traversé les époques en s'imposant presque naturellement comme l'instrument indispensable permettant aux différents peuples de s'organiser, de se structurer. Au fil des siècles, sa position dans la société humaine est allée crescendo, confirmant son rôle prépondérant. En effet, si la première Constitution remonte au monde antique et s'est maintenue tout au long du Moyen Âge, la seconde date seulement de la fin du XVIIIe siècle. 3. C'est une notion que l'on trouve déjà chez Aristote, Polybe, Cicéron, etc., chez qui l'on trouve très nettement exprimée l'idée d'une politie, comme ordre de diverses magistratures de la cité. La notion de constitution comme norme fondamentale parcourt le Moyen Âge, saint Thomas, Althusius, la Renaissance, Bodin, Calvin, Pufendorf, pour finalement s'imposer effectivement au siècle des Lumières chez des penseurs comme Hobbes, Montesquieu, Aimère de Vattel, Locke, Rousseau, Sieyès, etc. Jusque-là, il y eut certes, des documents et chartes tels que la Magna Charta de 1215, les Fundamental Order of Connecticut de 1639, l'Instrument of Government de 1653. Cependant, ces documents étaient pour le moins éphémères et n'avaient qu'un impact limité. Il faut savoir que les premières constitutions écrites de l'époque moderne furent rédigées, non plus de manière fortuite et accidentelle, mais avec une réelle volonté d'organiser l'État de manière stable et durable. C'est ainsi que l'on assista à l'élaboration de la Constitution de Virginie de 1776, de Massachusetts de 1780, mais aussi et surtout de la Constitution américaine de 1787. 4. L'on peut déjà à ce moment parler d'un véritable mouvement constitutionnaliste, qui finit par toucher le continent européen par le truchement de la Révolution française de 1789. Tel est ainsi le cas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 mars 1789, qui servit de préambule à la Constitution royale du 3 septembre 1791, et de bien d'autres encore. Ce mouvement finit par atteindre tout le continent européen, jusqu'à se répandre outre les frontières européennes. Aujourd'hui, il est adopté dans la quasi-majorité des États dans le monde. C'est un mouvement qui s'est renforcé au fil du temps, traversant toutes les époques, s'imposant dans différents régimes. C'est ainsi que les périodes de la Renaissance, 1815 à 1830, et de la Régénération, 1830 à 1848, connurent l'élaboration d'un nombre non négligeable de constitutions. 5. À la période post-régénération, mi-19e siècle, jusqu'au début du XXe siècle, l'Europe connut toute une série de constitutions dites démocratiques grâce à l'instauration du suffrage universel et du système de gouvernement parlementaire.
Avec la Première Guerre mondiale, de grands chamboulements conduisirent à l'adoption de nouvelles constitutions. Notamment, la Révolution russe d'octobre 1917 conduisit à l'adoption des constitutions de type socialiste, dont la première fut la Constitution de la République socialiste fédérale soviétique de Russie du 10 juillet 1918, dont le titre premier fut formé par la Déclaration des peuples travailleurs et exploités. Elle fut rédigée par Lénine. Vinrent ensuite la première constitution de l'URSS du 31 janvier 1924 et la constitution dite stalinienne du 5 décembre 1936. 6. La période 1917 à 1918 connut un mouvement de démembrement des grands empires d'Allemagne, d'Autriche et de Turquie. Corollaire, de nouveaux États virent le jour tout en se dotant très logiquement de nouvelles constitutions, parmi lesquelles la Finlande en 1919, la Tchécoslovaquie en 1920, la Pologne en 1921, l'Allemagne, Constitution de Weimar de 1919, l'Autriche, la Constitution kelsénienne de 1920, la Turquie, Constitution républicaine des Atatürk de 1924, la Grèce en 1927, l'Irlande en 1931, et même des États neutres comme l'Espagne en 1931. Cette période de l'entre-deux-guerres connut également l'adoption de certaines constitutions de type fasciste. La Constitution portugaise de 1933, les lois fondamentales espagnoles du général Franco, Charte du travail de 1938, Loi sur les Cortés de 1942, Charte des Espagnols de 1945, etc. En France, le gouvernement de Vichy se basa sur une loi du 10 juillet 1940 qui comportait un article unique donnant au maréchal Pétain l'autorisation de promulguer une nouvelle constitution. Ce qu'il ne fit bien évidemment pas. Des lois fondamentales fascistes virent également le jour en Italie, en Allemagne, en Croatie, en Norvège, etc. 7. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, 1940 à 1945, l'Europe connut logiquement des changements significatifs et profonds, avec d'une part des États vainqueurs et d'autre part des vaincus, ce qui a bien sûr vu des régimes politiques, et non des moindres, s'effondrer. Tout cela a impliqué bien évidemment une réorganisation. Or, une réorganisation sur le plan étatique sans changement ou modification des constitutions est difficilement concevable. À nouveau, on assista à l'élaboration de nouvelles lois fondamentales, parmi lesquelles la Constitution du 27 octobre 1946 en France, qui fondait la 4e République, la Constitution du 27 décembre 1947 qui abolissait en Italie le statut albertain de 1848, la Grundgesetz du 23 mai 1949 en Allemagne occidentale, etc. Par contre, dans ce qui était devenu désormais le bloc socialiste, des constitutions de type stalinien virent le jour, notamment les constitutions bulgares de 1947, tchécoslovaques de 1948, hongroises de 1949, est-allemande de 1949, polonaise et roumaine de 1952, chinoise de 1954, etc. 8. Quelques années plus tard, l'on assista dans le monde politique à un mouvement de décolonisation. Si bien que de grands empires coloniaux se disloquèrent. Corollaire, de nombreux États africains, asiatiques et orientaux accédèrent, de manière tantôt pacifique ou tantôt violente, à l'indépendance. Ce qui conduisit très logiquement à l'adoption de nouvelles constitutions, tout aussi nombreuses que variées, tant sur le fond que sur la forme. Certaines savamment rédigées par des professeurs occidentaux, dictées par les émissaires d'un grand parti frère ou imposées par la force d'un dictateur sont restées lettres mortes. D'autres en revanche sont consciencieusement appliquées. 9. En France, il est incontestable que c'est la crise algérienne qui a causé la chute de la 4e République et l'avènement de la 5e République, avec comme point d'orgue l'adoption de l'actuelle Constitution du 4 octobre 1958. Le mouvement de décolonisation algérien a donc eu un double impact, tant sur le plan interne que sur le plan externe. Plus tard, dans les années 1970, 3 pays européens connurent des changements radicaux. Ce fut donc la fin des régimes de Salazar au Portugal, de Franco en Espagne et des généraux en Grèce. Ce qui entraîna la disparition des dernières constitutions de type fasciste en Europe. Corollaire, de nouvelles constitutions furent adoptées au Portugal le 2 août 1976, en Espagne le 27 décembre 1978 et en Grèce en 1975. Un peu plus tard, à la fin des années 80,
le monde assista à l'implosion du bloc des pays socialistes. Ce fut un événement politique, économique et social d'une grande importance, au regard de son impact dans le monde. Ainsi, les pays de l'Europe de l'Est adoptèrent de nouvelles constitutions qui s'apparentent à celles de l'Europe de l'Ouest, ce qui finira par réduire le fossé entre les deux blocs. C'est le cas notamment des constitutions hongroises de 1989, roumaine, croate, slovène et bulgare de 1991, slovaque, polonaise et macédonienne de 1992, russe et tchèque de 1993, ukrainienne de 1996, etc. Ce mouvement eut également un impact dans le continent africain, avec la fin des régimes dictatoriaux de légende, à l'instar de celui du maréchal Mobutu au Zaïre, du colonel Denis Sassou Nguesso en République populaire du Congo et de tant d'autres. Cela conduisit la grande majorité des États africains touchés par ce vent de la perestroïka à organiser des grands-messes, généralement dites conférences nationales, avec à la clé l'adoption de nouvelles constitutions qui marquaient une rupture avec les constitutions postcoloniales. 10. C'est donc en substance, au travers de ces grandes étapes que l'on peut appréhender le mouvement constitutionnaliste moderne, qui semble toujours avoir de beaux jours devant lui. Si bien que l'écrasante majorité des quelques 180 États qui existent aujourd'hui dans le monde possède une constitution écrite. Ce bref panorama souligne le particularisme notoire de cette norme qui a conservé toute son importance dans l'histoire des États. De sorte que l'organisation de la quasi-majorité des États passe nécessairement par la confection d'une telle norme fondamentale. Section 2. Définition matérielle et formelle. L'une des particularités est que l'on pourrait utiliser deux points de vue pour définir la Constitution. 1. Du point de vue de son contenu. 11. La Constitution est un ensemble de règles qui ont un contenu fondamental, ou encore comme l'a défini F. Del Perret, elle est la règle juridique qu'une société politique qui s'organise en État se donne pour permettre la réalisation efficace du bien public. À cette fin, elle établit en premier les droits et devoirs qui reviennent aux membres de la société politique. Elle détermine également les règles d'aménagement des pouvoirs publics. Le lexique juridique donne également une définition assez proche. Au sens matériel, la Constitution, d'après cet ouvrage de référence, est l'ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l'État, unitaire ou fédéral, la dévolution et l'exercice du pouvoir. Une définition très intéressante est celle qui soutient que la Constitution est l'acte par lequel les citoyens définissent les conditions d'exercice du pouvoir politique. Les gouvernants ne sont pas libres d'acquérir le pouvoir, d'y rester et de l'utiliser comme ils veulent. Ils sont soumis au respect des règles édictées par la nation. Une autre définition est celle qui définit la Constitution par son degré d'importance. Le degré supérieur du droit d'un État est la Constitution, entendue au sens matériel du mot, dont la fonction essentielle est de désigner les organes chargés de la création des normes générales et de fixer la procédure qu'ils doivent suivre. Ces normes générales forment ce qu'on appelle la législation. Une constitution peut aussi déterminer le contenu de certaines lois futures en prescrivant ou en interdisant tel ou tel contenu. 12. Il en ressort que sur le plan matériel, l'on peut aisément identifier 4 grandes matières qu'il revient à la Constitution de régler. Premièrement, l'organisation, le fonctionnement et les compétences des organes supérieurs de l'État. Deuxièmement, le système normatif de celui-ci, c'est-à-dire le système des sources en vigueur dans l'ordre juridique qu'il forme. Troisièmement, les droits fondamentaux des individus et des groupes et quatrièmement, les buts assignés à l'activité des pouvoirs publics compétents. 2. Du point de vue de la procédure. 13. Sur le plan procédural, la Constitution se distingue habituellement des autres règles de droit par la manière dont elle est adoptée et par la manière dont elle est révisée ou modifiée. Le lexique des termes juridiques définit au sens formel la Constitution comme un document relatif aux institutions politiques, dont l'élaboration et la modification obéissent à une procédure différente de la procédure législative ordinaire, Assemblée constituante, majorité qualifiée. Ce formalisme que traduit l'expression de constitution rigide confère aux règles qui en bénéficient une force juridique qui les situe à la première place dans la hiérarchie des règles de droit.
Les règles constitutionnelles sont de toute évidence adoptées par des organes, avec des règles et selon un processus spécifique. Ainsi, l'on peut se hasarder à soutenir que la Constitution est assurément une norme éminemment fondamentale, tant son rôle s'apparente à un socle, aux racines d'un arbre ou encore à la fondation d'un édifice. À ce titre, la Constitution en tant que norme fondamentale assume justement un rôle prépondérant. Elle est tout aussi discrète que les racines d'un arbre ou la fondation d'un immeuble. Et pourtant elle joue un rôle primordial, voire vital. Telles les racines et la fondation, la Constitution est le point de départ, l'acte marquant la concrétisation de la volonté d'une nation de construire durablement un projet commun. C'est bien elle qui donne le là. 14. Il va sans dire que toutes les parties visibles et appréciables d'un arbre ou d'un immeuble ne doivent leur stabilité et leur splendeur qu'aux racines ou à la fondation. De la sorte, les lois et autres normes d'une organisation étatique ne trouvent leur efficacité, voire leur effectivité, que pour autant qu'elles se reposent sur la loi fondamentale. C'est dire que si celle-ci se révèle être instable ou défaillante parce que fréquemment enfreinte, les autres normes n'auront indubitablement aucune chance de faire leurs preuves, chacune dans leur domaine. À ce titre, la Constitution est et demeure la norme repère, la norme référence, la norme rempart contre toute tentative de déstabilisation de l'organisation d'une société constitutionnellement créée et structurée. 3. Constitution. Norme scripturale. 15. La Constitution est une norme généralement écrite de telle sorte que cela la distingue tant de la coutume pré-constitutionnelle, celle qui précède la Constitution tout en ayant force constituante et qui disparaît de plein droit dès la promulgation de ladite Constitution, que de la coutume paraconstitutionnelle, celle qui a pour rôle de préciser la Constitution et qui a tendance à s'installer dès qu'il y a un vide. Elle n'a pas force constituante et ne prévaut pas sur la Constitution. Mais elle se distingue également des principes généraux du droit, ainsi que des usages. 16. En tant que règle écrite, la Constitution, en dépit de quelques ressemblances avec d'autres normes écrites, non seulement sur le plan de l'objet, dans la mesure où l'une fixe les principes directeurs et les autres peuvent compléter, mais également sur le plan organique, le pouvoir législatif qui porte une double casquette de rédacteur des constitutions et des lois. La Constitution, par son caractère solennel, se distingue néanmoins des règles comportant le même caractère écrit à l'instar de la loi ordinaire, des décrets et autres normes de même valeur ou non. Cette solennité se révèle par le pouvoir habilité à confectionner une constitution que l'on nomme pouvoir constituant originaire, qui s'avère en amont être le seul pouvoir compétent pour s'adonner à une telle tâche. Ce particularisme se prolonge en aval, car seul le pouvoir législatif, avec sa casquette de pouvoir constituant dérivé, peut procéder à une éventuelle modification de cette norme. Nonobstant le fait que les personnes qui composent le dit pouvoir sont les mêmes que celles qui composent le pouvoir législatif, la tâche éminemment lourde et importante que celle de faire œuvre constituante ne peut être comparée à son intervention en tant qu'assemblée législative. L'objet de l'intervention est bien sûr très différent. Et cela est d'autant plus vrai que dans certaines constitutions comme la belge ou la danoise, la modification de la Constitution passe nécessairement par une dissolution des assemblées préconstituantes, voix. Troisième partie. En d'autres termes, l'œuvre constituante s'étale sur 2 législatures au point de se trouver devant une composition différente de la même institution. Pour plus de précision, la loi ainsi que les autres normes de même valeur sont l'œuvre d'un pouvoir constitué. La Constitution est quant à elle l'œuvre d'un pouvoir constituant, lequel on l'a dit à temps et à contre-temps, fait œuvre fondatrice ou réformatrice d'un État. D'où la grande solennité qui entoure son intervention menant même à la dissolution des assemblées constituantes, le cas échéant. 4. Exceptions. 17. Il existe cependant des exceptions à ces règles. L'une des exceptions les plus notoires est celle de l'Angleterre. Ainsi, dans la perspective anglaise issue des 2 révolutions du XVIIe siècle, la Constitution au sens matériel n'est pas du tout conçue comme le produit d'une fabrication délibérée par un pouvoir constituant, mais comme le fruit d'une histoire qui a conduit à un certain équilibre entre des forces sociopolitiques antagonistes, en l'occurrence, le roi, la noblesse et le peuple. La Constitution ainsi comprise peut évoluer un peu comme un organisme biologique.
On est donc aux antipodes du constructivisme, aussi bien critiqué par les contre-révolutionnaires comme J. de Maistre à la fin du XVIIIe siècle, que par les néolibéraux comme F. Hayek dans la seconde moitié du XXe siècle, propre au constitutionnalisme américain et français. 18. À cela s'ajoutent les cas de l'État d'Israël et de la République néo-zélandaise, pays qui ne disposent d'aucune constitution au sens formel. En effet, l'État d'Israël ne dispose pas d'une constitution écrite au sens d'un texte central ou d'un ensemble de textes articulés autour d'un texte central, mais il répond aux critères de rigidité depuis que la Cour suprême a décidé en 1995 que seule une loi intitulée Loi fondamentale peut modifier une autre loi fondamentale. L'Angleterre a pourtant été un précurseur en termes d'organisation politique, et la plupart des régimes modernes se sont inspirés de son système de monarchie constitutionnelle. En effet, le principe de pacte social qui consacre le pouvoir du peuple et organise la délégation du pouvoir à des représentants élus à travers une série de règles déterminées dans un texte a donné naissance au concept moderne de constitution. 19. Il est de notoriété publique qu'en Angleterre, le roi règne mais ne gouverne pas. C'est ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Par conséquent, c'est le peuple qui gouverne à travers ses élus au sein des chambres mais également son chef du gouvernement. Cependant, l'Angleterre ne possède pas à proprement parler une constitution formelle ou écrite. Néanmoins, elle dispose d'un nombre non négligeable d'actes écrits à l'instar de la Magna Carta de 1215, le Bill of Rights de 1689, l'acte d'établissement de 1701, l'acte du Parlement de 1911, modifié en 1949, mais également de lois ayant une valeur constitutionnelle au regard de leur contenu et dont le processus d'abrogation et de révision est similaire aux autres lois. Ces normes sont cependant considérées comme supérieures aux autres, et ce pays a acquis suffisamment de maturité politique depuis le XIIIe siècle pour que les modifications n'aient été que minimes. En effet, il est communément admis que ces normes sont d'une importance particulière pour la nation et de ce fait, ne sauraient être modifiées par le même processus que les autres. La position qu'occupent ces règles dans la hiérarchie des normes est elle aussi particulière. Les règles constitutionnelles sont supérieures aux autres normes de droit interne. 20. Retenons donc que la Constitution est le fondement de l'État. Elle est source du pouvoir étatique et c'est sur elle que s'appuient toutes ses institutions. Elle en règle le fonctionnement. Elle sert aussi à consacrer les droits et libertés fondamentales. Il s'agit là, non seulement des définitions les plus répandues et les plus classiques, mais également de définitions empreintes de juridisme qui peuvent paraître trop techniques pour un quidam. 5. Autre définition. 21. Cependant, d'autres auteurs se sont également attelés à vouloir définir la Constitution avec moins de juridisme, en recourant parfois à des formules métaphoriques, voire des euphémismes, sinon à des formules pour le moins ingénieuses, tout en révélant que cette norme a assurément déchaîné les passions à plusieurs périodes de l'histoire. 22. En guise de rappel, étymologiquement le mot constitution tire sa racine de deux mots latins. Cum, préfixe qui signifie ensemble, et statuaire, suffixe qui signifie le fait d'établir. Littéralement, la Constitution est donc le fait de fixer ou d'établir ensemble. Elle a assurément pour but premier, le maintien de la cohésion de la nation. Napoléon disait « Je ne peux pas mieux comparer une constitution qu'à un vaisseau. Si vous abandonnez votre vaisseau au vent avec toutes ses voiles, vous ne savez où vous allez. Vous changez au gré du vent qui vous pousse. Mais au contraire, si vous vous servez de votre gouvernail, vous allez à la Martinique malgré le vent qui vous mène à Saint-Domingue. » D'après Jacques Bagnard, la Constitution est un code ADN spécifique à chaque peuple. Elle est, d'après Olivier Duhamel, également vue comme l'organisation d'une communauté politique, d'une unité politique enracinée dans un ensemble culturel. Toujours selon cet auteur, la Constitution dévoile la centralité souterraine d'un État, de là découle son articulation en forme et en régime. En effet, s'il y a un trait commun à toutes les sociétés, c'est bien que chacun construise son propre univers mental, pensé et impensé qui traduit sa vision du monde, du vivre ensemble. Robert Dossou pour sa part, décrivant la Constitution, a opté pour la formule suivante, c'est à la fois le concentré de l'histoire d'un peuple et la plateforme de ses espérances.
Ibussi Boulaga, quant à lui, a opté pour une formule particulièrement courte mais ô combien pertinente. La Constitution, c'est le peuple et vice-versa. Une autre définition représente la Constitution comme un sémaphore. La description de ses pièces et de ses mouvements n'apporte pas grand-chose quand on ignore la signification des signaux transmis. Michel Alliot. 23. L'histoire nous enseigne que lorsque les Grecs demandèrent à Solon quelle était la meilleure constitution du monde, il répondit : dites-moi d'abord pour quel peuple et quelle époque ? Selon le grec Isocrate, une constitution est l'âme de la cité. Elle est une représentation de soi d'un peuple comme sujet agissant. Dominique Rousseau révéla, quant à lui, qu'U apostrophe autant de constitutions, autant des récits qui racontent l'histoire des hommes, donnent un sens à leur vie individuelle et collective. Il ne manqua pas de souligner qu'un texte constitutionnel voile un projet de communauté politique lié à un imaginaire historique partagé. Une constitution, disait Charles de Gaulle, est un esprit, des institutions une pratique. La Constitution est, selon Ronald Reagan, un document qui protège le peuple du gouvernement. 24. Napoléon fit quant à lui une comparaison éloquente en soutenant qu'une constitution doit être faite uniquement pour la nation à laquelle on veut l'adapter. Elle doit être comme un vêtement qui, pour être bien fait, ne doit aller qu'à un seul homme. Pour sa part, Carl Schmitt, faisant une corrélation entre l'État et la Constitution, a estimé que cette dernière est son âme, sa vie concrète et son existence individuelle. Il renchérit par une comparaison, en opinant que l'unité et l'ordre résident dans le champ ou dans la partition, comme l'unité et l'ordre de l'État résidant dans la Constitution. Enfin, John Ashcrabb affirma une vérité non négligeable selon laquelle la Constitution nous permet de saisir l'arrière-fond de la Constitution. 6. Observation liminaire. 25. De ce qui précède, il ressort de manière non équivoque tant des définitions juridico-juridiques que de celles moins empreintes de juridisme, qu'une constitution est une règle fondamentale car elle détermine la structure de l'État. Elle contient les principes d'organisation et de fonctionnement des différentes composantes de l'État, les principes de partage des compétences entre les différentes composantes au sein de l'État, ainsi que certaines règles qui régissent la position de l'individu au sein de l'État. Elle est l'objet même du droit constitutionnel. Elle offre en plus à l'État son assise, son fondement. Elle est une règle générale. Elle s'exprime donc au moyen de concepts généraux et parfois archaïques, car elle doit pouvoir traverser les différentes évolutions de la société. 26. La Constitution a donné naissance à la notion de constitutionnalisme. Celui-ci est une conception des hommes de la Révolution de 1789, mais aussi des fondateurs du droit constitutionnel au XIXe siècle, qui lie la notion de constitution à celle de régime libéral. C'est un courant politique réclamant l'établissement d'une constitution écrite, en vue de garantir les libertés individuelles. Ce concept trouve également un écho dans l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui fixe un principe clair et non équivoque, à savoir que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. 27. Ainsi, le constitutionnalisme est un mouvement philosophico-juridique qui n'envisage l'action des pouvoirs publics mais également la protection des libertés individuelles que dans un cadre prédéfini par des règles claires, établies une fois pour toutes et reprises dans un texte spécifique communément appelé Constitution, lequel texte est rédigé dans des circonstances particulières par un organe spécialement établi à cette fin. Il va de soi que les dites règles consignées dans la Constitution ont une valeur juridique supérieure à toutes les autres normes actuelles et à venir. Ce mouvement est mu par la volonté de tempérer les dérives des pouvoirs publics. C'est ce qui justifie la rédaction avec une certaine précision des règles portant sur les rapports des différentes composantes des pouvoirs publics entre eux, mais également des pouvoirs publics avec les citoyens. Il en ressort que la notion de constitutionnalisme a un contour très clair, à savoir la protection absolue des droits de l'homme contre toute forme de violation, la séparation ainsi que la limitation des pouvoirs. 27. Or, cela ne peut donc être possible que par les règles de droit, et non le bon vouloir des tenants du pouvoir. S'il est vrai qu'au commencement, à la base même des règles de droit se trouve la Constitution,
force est donc de constater que la norme constitutionnelle est et demeure le pilier même de cette conception qu'est le constitutionnalisme. Il en ressort que constitutionnalisme et état de droit sont deux notions interdépendantes. En effet, séparation et limitation des pouvoirs d'une part et protection des droits humains d'autre part ne peuvent se réaliser que dans un état de droit. Pour ce faire, un État doit se doter d'instruments utiles à cette fin, à savoir des organes étatiques compétents, mandatés par l'État, agissant exclusivement dans les limites de leurs compétences et soumis à des autorités juridictionnelles. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, avec la prise de conscience en Europe de la faillibilité des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, que la notion d'état de droit constitutionnel prit ainsi ses racines. Section 2. Circonstances d'adoption d'une constitution. 28. La Constitution est également une norme atypique, de par les circonstances qui conduisent à son adoption. Tel qu'il ressort des différentes définitions, cette norme est inexorablement un moment historique dans la mesure où son adoption traduit toujours une rupture par rapport à un ordre juridique qui a fait son temps, un système politique suranné et dépassé, laquelle rupture peut ainsi prendre une tournure violente ou pacifique. 29. Quelle que soit la circonstance qui conduit à l'adoption d'une constitution, celle-ci constituera en effet le socle sur lequel reposera la nouvelle structure politique choisie. Ainsi, telle la fondation d'un immeuble, telles les racines d'un arbre, tel un acte de naissance chez l'être humain ou encore un certificat de conformité pour un véhicule, la Constitution marque le point de départ d'un nouvel ordre étatique, lui donnant une personnalité et une identité juridique, un fondement sur lequel s'organisera cet État. Tant et si bien que tous les rites qu'entend symboliser la procédure constitutionnelle cherchent à souligner l'importance d'un événement historique. C'est le rite de purification qui indique le moment où une société politique élémentaire, voire un gouvernement de fait, oublie ses attaches révolutionnaires et se mue en État et en pouvoir de droit. C'est le rite de purification qui indique le moment où les forces politiques désordonnées et dispersées consentent à discipliner leur action et à la développer sur la base des finalités arrêtées de commun accord. C'est encore le rite d'investiture qui implique le moment où les autorités publiques sont légitimement habilitées à exercer les attributions qui leur sont confiées. La signification historique de la Constitution ne saurait être sous-estimée. Il est donc évident que le contexte historique a son importance. Ce sont des circonstances tout aussi variées que spécifiques, qui amènent à adopter des constitutions. 1. Situation sous-jacente à l'adoption d'une constitution. 30. Tantôt, elles ont marqué un nouveau départ à la suite d'une révolution brutale ou pacifique. Ce fut le cas des États-Unis, dont la Constitution fut adoptée en 1787 mais entrée en vigueur en 1789. Pour ce faire, condition essentielle, 9 États sur 13 devaient se prononcer en sa faveur. Révoltés contre l'Angleterre, les délégués des colonies mirent sur pied le Congrès continental qui siégea à Philadelphie et proclama solennellement l'indépendance des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet 1776. C'est une commission qui prit le soin de rédiger le statut constitutionnel de cette confédération. Elle délibéra de la manière la plus secrète. En effet, le document rédigé à Philadelphie par les pères fondateurs constitue un événement dans l'histoire des constitutions. C'est leur réalisme en matière juridique qui a permis aux rédacteurs de la Constitution d'utiliser les meilleurs éléments des constitutions des différents États pour les combiner avec des apports originaux. 31. Ce fut également le cas de la Belgique en 1830. Suite à l'expulsion des autorités hollandaises, une commission administrative composée de 3 personnes et de 2 secrétaires prit le pouvoir le 24 septembre 1830. Elle se mua en un gouvernement provisoire, composé de 7 membres et 2 secrétaires, qui chargea le 6 octobre 1830 une commission de 14 juristes, relativement très jeunes, de proposer un projet de constitution dont la rédaction prit seulement 5 jours. C'est un congrès national établi par décret, qui assuma le rôle d'assemblée constituante. En cette qualité, le 7 février 1831, il adopta la Constitution belge qui fut promulguée le 11 février de la même année. C'est donc à juste titre que P. Bastide affirma sous forme de question :
Mais quel régime, même de souche révolutionnaire, ne cherche à se prémunir des crises qui pourraient affecter son existence en se mettant à l'abri d'une constitution? 32. Tantôt, les constitutions ont servi à légitimer le nouveau régime mis en place à la suite d'un coup d'État. Tel a été le cas de la rez-de-chaussée et de tant de pays africains qui, au sortir des indépendances, ont assisté à une vague de dictature. À ces occasions, des constitutions furent élaborées afin de légitimer ces nouveaux régimes. En effet, même des régimes de source dictatoriale ont pensé élaborer des constitutions pour se donner une certaine légitimité. Ainsi par exemple, le 24 juin 1967, après son coup d'État de 1965, le nouvel homme fort du Congo, Joseph Désiré Mobutu, fit rédiger une constitution dite Constitution révolutionnaire qui marqua le début de la Deuxième République. Le Congo passa d'un État fédéral à un État unitaire. Le Parlement devint monocaméral, et non plus bicaméral. Le nombre de partis politiques fut ainsi réduit. Ce fut donc le véritable départ de la Seconde République. La Constitution de la République portugaise du 2 avril 1976 est le produit d'une procédure révolutionnaire déclenchée par le coup d'État militaire du 25 avril 1974, qui a fait tomber le régime politique né de la Révolution du 28 mai 1926 et consacré dans la Constitution de 1933. 33. Tantôt, la Constitution a encore servi à restructurer le système de gouvernement suite à l'effondrement de l'ordre établi ou à une défaite militaire. C'est par exemple le cas de l'Afrique du Sud qui s'est donné une nouvelle constitution, le 8 mai 1996 mettant fin au régime de l'apartheid qui y était en vigueur. Auparavant, en septembre 1991, une Convention pour une Afrique du Sud démocratique, en sigle CODESA, Convention for a Democratic South Africa, décida de transformer le régime d'apartheid en une démocratie pluriethnique. Une année plus tard, un référendum fut organisé sur le sujet et 2/3 des électeurs blancs dirent oui aux réformes du gouvernement de Klerk. 2 ans plus tard, soit en 1994, des élections multiraciales furent organisées, elles conduisirent Nelson Mandela au pouvoir. Une constitution provisoire fut adoptée par le Parlement en septembre 1994. 34. En Allemagne, la loi fondamentale du 23 mai 1949 fut rédigée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui fut pour elle une défaite militaire. En effet, après la capitulation du 8 mai 1945, il ne restait plus rien de l'ancienne Allemagne. Ni les structures sociales, ni le cadre géographique, ni l'économie. Promulguée le 23 mai 1949, la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne est entrée en vigueur le 24 mai 1949. 35. En Espagne, après la mort du dictateur Franco, les institutions de ce régime organisèrent elles-mêmes leur propre transformation en se muant en une monarchie constitutionnelle qui vit l'avènement du roi Juan Carlos. Cette transformation passa par la rédaction et l'adoption de la Constitution du 27 décembre 1978. 36. En Grèce, la Constitution du 9 juin 1975 rétablit le régime parlementaire qu'opéra Karaman. Elle doit être appréhendée comme fille de la dictature militaire, 1967 à 1974, et donc petite-fille de la guerre civile, 1945 à 1949. 37. En Italie, la Constitution du 27 décembre 1947 est la résultante de la chute du fascisme, provoquée en juillet 1943 par la défaite militaire désormais certaine après le débarquement des troupes alliées en Sicile. Tantôt, sous d'autres cieux, elles sont le produit de la réforme pacifique d'une ancienne constitution devenue anachronique, lorsque celle-ci ne rencontre plus les besoins du pays. C'est le cas de la Confédération suisse en 1999, dont la constitution fut acceptée par la majorité du peuple et des cantons le 18 avril 1999. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2000, après d'âpres discussions au sein de la Commission wallonne. À l'origine, des travaux entrepris en vue d'une révision totale de la Constitution fédérale de 1874, se trouvent la motion Obrecht et la motion Dürrenmatt, déposées respectivement au Conseil d'État et au Conseil national en 1965 et acceptées à l'unanimité par les chambres l'année suivante. 38. En France,
La Constitution du 4 octobre 1958 dite de la Ve République fut promulguée et adoptée sans heurts, le 4 octobre de la même année. Ce fut à l'issue d'un référendum constitutionnel organisé par le général Charles de Gaulle. Le 4 septembre 1958, jour anniversaire de la proclamation de la République en 1870, le général de Gaulle présenta la nouvelle Constitution au peuple français, dans un discours prononcé place de la République. Elle reprenait, dans son préambule, des principes invoqués dans le préambule de la Constitution de 1946, mais également de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 39. La Constitution irlandaise du 1er juillet 1937, The 1937 Constitution, remplaçait l'ancienne Constitution de l'État libre d'Irlande, Saorsta et Réan en irlandais, mise en œuvre le 12 juin 1922 en vertu de l'Irish Free State Act 1922. Cette constitution, entrée en vigueur le 29 décembre 1937, différait considérablement de la constitution précédente de l'État libre d'Irlande et reflétait le changement des réalités politiques entre les époques. 40. Tantôt, les constitutions ont établi des systèmes de gouvernement dans les nouveaux États indépendants. Ce fut le cas des anciennes colonies africaines à la fin des années 50, début des années 60 pour la plupart. La rez-de-chaussée est passée par une période de flottement juridique de 1960 à 1964. Elle fut régie par 2 lois fondamentales votées par le Parlement belge à Bruxelles, sanctionnées et promulguées par le roi des Belges, portant respectivement sur les structures du Congo et les libertés publiques. Cela avant de disposer de sa première constitution post-indépendance, la constitution dite de Louloabourg du 1er août 1964. Enfin, suite à une sécession ou à une scission, les constitutions ont servi de point de départ du nouvel État. Il en fut ainsi de la Tchécoslovaquie devenue Tchéquie et Slovaquie en janvier 1993, du Soudan en juillet 2011, scindé en Soudan du Nord et Soudan du Sud. Cas particulier de la Grande-Bretagne. 41. Il existe cependant une exception notoire qui ne fait que confirmer la règle. C'est le cas de la Grande-Bretagne dont l'histoire renseigne qu'aucune des circonstances ci-avant décrites, à quelques exceptions près, n'était d'actualité, si bien qu'elle n'a jamais élaboré de constitution. Ainsi, depuis 1066, le pays n'a pas connu d'invasion militaire. Les conséquences des révolutions du XVIIe siècle furent limitées. La guerre civile de 1641 à 1648 a certes conduit à l'exécution du roi et à l'instauration d'un Commonwealth doté d'une charte constitutionnelle, mais la monarchie fut rapidement rétablie. La charte en question devint caduque et ne fut pas remplacée. 42. Au demeurant, quoiqu'un nombre non négligeable de lois soient d'origine parlementaire, statute law, d'autres par contre sont régies par la common law, droit coutumier défini par les cours et tribunaux, et par la case law, interprétation du droit par le juge qui est obligatoire dans les affaires suivantes. Ces décisions font autorité, c'est ce que l'on appelle le principe du précédent judiciaire. Il ressort de cette réalité que la hiérarchie des normes, telle qu'on la connaît dans la plupart des États, n'existe pas en Grande-Bretagne. C'est donc le Parlement qui joue un rôle prépondérant en droit britannique. Il peut ainsi adopter toutes sortes de législations et les modifier, en vertu de ce pouvoir qui découle de la nature même de cette institution. C'est ce que l'on appelle le principe de la souveraineté parlementaire. Corollaire, il n'existe pas de juridiction constitutionnelle à l'image de ce que l'on retrouve dans la plupart des États de droit, à qui on peut soumettre le contrôle de la constitutionnalité des lois. 43. Cela étant, il existe quand même un droit constitutionnel britannique ayant plusieurs sources dont la plus importante est ce que l'on appelle statute law, autrement dit les Acts of Parliament. Historiquement, l'on peut citer ce que l'on appelle le Bill of Rights de 1689 ainsi que l'Act of Settlement de 1701. Il y eut également l'Habeas Corpus de 1679, et tant d'autres qui ont légiféré dans des matières qui relèvent dans d'autres pays de la Constitution comme les droits du citoyen, l'équilibre des pouvoirs, la composition de la Chambre des communes, etc. 44. L'Angleterre a donc une constitution dite coutumière. Sous la pression des nécessités sociales,
l'action politique quotidienne a accumulé une série de précédents qui ont fini par se durcir dans une coutume sans jamais cependant se figer en une règle définitive. Ces coutumes sont plastiques, elles restent traversées par un élan vital qui les transforme. À titre de rappel, l'histoire enseigne que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de constitution écrite. Le droit constitutionnel était coutumier. C'est à la fin du XVIIIe siècle, avec la Constitution américaine en 1787 et la Révolution française en 1789 qui a conduit à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que le droit constitutionnel devint un droit écrit. Aujourd'hui, la quasi-majorité des constitutions sont écrites. Pour la petite histoire, il convient de noter que la Constitution norvégienne fut adoptée le 17 mai 1814. À ce titre, elle est la plus ancienne des constitutions encore en vigueur en Europe. Tel qu'il a été relevé précédemment, la Grande-Bretagne n'est pas la seule à ne pas disposer d'une constitution au sens formel. C'est également le cas d'Israël et de la Nouvelle-Zélande. Section 3. Quid des autres normes et de leur position par rapport à la Constitution? 1. Y a-t-il une hiérarchie dans l'ordonnancement juridique? 45. Une telle question revêt toute son importance dans la mesure où, comme l'a si bien constaté Hans Kelsen, un ordre juridique n'est pas un système de normes juxtaposées et coordonnées. Il a une structure hiérarchique et ces normes sont réparties en diverses couches superposées. L'unité de l'ordre réside dans le fait que la création, et par conséquent la validité d'une de ces normes, est déterminée par une autre norme, dont à son tour la création a été déterminée par une troisième norme, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la norme fondamentale de l'ordre juridique, dont ces diverses normes font partie. 46. La Constitution seule, sans l'existence et la présence d'autres normes dans l'architecture normative, n'est pas d'une grande utilité. Il en va de même, non seulement de la fondation d'un immeuble qui, sans la partie supérieure, n'est d'aucune utilité, mais également des racines d'un arbre qui ne servent à rien sans le tronc ni les branches. Fondation et racines n'ont donc d'importance que par rapport au reste. Leurs rôles primordiaux s'apprécient seulement par rapport à la partie supérieure de la structure. Ainsi en est-il de la Constitution dont le caractère fondamental et supérieur ne peut s'apprécier qu'au regard d'autres normes. 47. Il n'existe en effet aucun État ayant la Constitution comme seule norme. La complexité de la vie en société a conduit tous les États, quelle que soit leur forme, à légiférer dans d'innombrables domaines, même les plus inimaginables. Pour éviter l'anarchie, cette multitude de normes impose leur ordonnancement. Ce qui est en jeu ici, c'est la cohérence juridique. Les autorités qui excèdent leurs compétences ou qui violent une règle hiérarchiquement supérieure, commettent une illégalité au sens large du terme. Dans tous les systèmes juridiques au monde, il existe des mécanismes pour lutter contre l'incohérence juridique. 48. Après avoir ainsi identifié chaque norme, essentiellement en droit belge, congolais et américain, en tentant de les définir de la manière la plus juste possible, une question se pose cependant. Où se situe-t-elle dans la hiérarchie des normes? Quelle est exactement la position de la Constitution dans cette hiérarchie? En son article 188, la Constitution belge posa d'emblée une prescription de taille en ces termes. À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires sont abrogés. 49. La Constitution congolaise, quant à elle, n'établit pas la hiérarchie de manière aussi explicite. Elle ressort de deux dispositions, à savoir les articles 215 et 216. Le premier article se limite à établir, très clairement, la suprématie des traités et accords internationaux sur les lois. Tandis que le second s'attelle plutôt à régler le clivage constitution-traités internationaux, stipulant que ceux-ci se doivent cependant d'être conformes à la Constitution. Dans le cas contraire, c'est la Constitution qui doit, au préalable, être modifiée afin que le traité international ressorte ses effets dans l'ordre juridique congolais. 50. Il va sans dire que l'article 215 établit une règle claire et absolue, en disposant que les traités internationaux sont supérieurs aux lois, sans aucune autre formalité. Tandis que l'article 216 établit une règle relative,
selon laquelle la Constitution a une valeur supérieure aux traités internationaux, pour autant que ceux-ci ne contiennent pas de dispositions antinomiques. Si tel est le cas, ce n'est pas le traité qui s'exposera à un refus d'application, plutôt la Constitution qui devra être adaptée. 51. Pour répondre à ces questions, un passage par l'infographie a paru très judicieux. Le choix opéré dans le présent ouvrage est celui de représenter la hiérarchie des normes par 3 immeubles bien connus dans les paysages belges, congolais et américains, à savoir l'Atomium de Bruxelles, l'échangeur de Limete à Kinshasa et la Statue de la Liberté aux USA. Il s'agit là de 3 œuvres architecturales chargées d'histoire qui vont permettre d'optimaliser le message. 52. Dans la plupart des ouvrages juridiques, la hiérarchie des normes est généralement représentée par une pyramide qui place ainsi la Constitution au sommet pour démontrer son caractère de norme supérieure. Cette représentation est pertinente dans la mesure où l'on veut présenter la Constitution comme une voûte au-dessus d'un édifice, pour souligner son caractère éminemment supérieur. 53. Dans le présent ouvrage, une toute autre option a été choisie, celle de représenter la hiérarchie des normes par des immeubles bien connus tout en prenant le soin de préciser que la Constitution peut également jouer un rôle éminemment important, similaire à la fondation d'un immeuble. C'est ainsi que les lignes qui suivent s'attelleront plutôt à représenter la Constitution comme socle et soubassement de tout ce qui suivra comme construction. Un peu plus loin au chapitre 2, dans la même optique, la Constitution sera d'ailleurs comparée et ainsi représentée par les racines d'un arbre sur laquelle repose tout un système. Hiérarchie des normes en droit belge. 54. En droit belge, le mot loi désigne un acte juridique à la portée générale et abstraite pris par les chambres parlementaires, suite à une proposition d'un de ses membres ou un projet du gouvernement sensu stricto. La loi ordinaire est la règle de droit édictée par le pouvoir législatif fédéral, visée par l'article 36 de la Constitution, et à laquelle s'applique le quorum de l'article 53 de la même Constitution. Elle est très large et a un double chef de compétences. Elle peut régler les matières que la Constitution lui indique explicitement, mais aussi les matières que la Constitution ne règle pas et qu'elle ne confie à aucun organe particulier. 55. Il existe, au niveau fédéral, 4 catégories de lois. Lois monocamérales, lois qui sont faites par le roi et par la Chambre des représentants art. 74 début. Lois bicamérales véritables, celles qui sont faites par le roi, par la Chambre des représentants et le Sénat, étant entendu que le Sénat est sur un pied d'égalité que la Chambre. Art. 77 2e à 10e. Lois bicamérales virtuelles ou bicamérales optionnelles ou encore bicamérales imparfaites, celles qui sont faites par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat, étant entendu que le Sénat n'est pas sur un pied d'égalité que la Chambre, toutes les matières fédérales qui ne sont pas visées par les articles 74 et 77, 2 degrés à 10 degrés. 56. Il existe aussi, dans certaines matières jugées plus sensibles, des lois spéciales qui sont des actes émanant du pouvoir législatif fédéral art. 36 de la Constitution, mais dont la particularité est de requérir pour leur adoption, et dans les cas prévus par la Constitution, loi spéciale en raison de son objet, des quorums spéciaux art. 4. Distincts de ceux applicables aux lois ordinaires art. 53 de la Constitution, et en l'occurrence, surrenforcés par rapport à ceux-ci, loi spéciale en raison de sa procédure. Quoiqu'elle fût organiquement l'œuvre du pouvoir législatif fédéral, la Constitution n'en a pas moins reconnu que les lois spéciales primaient par leur contenu, les lois ordinaires, ainsi que de manière générale, toute norme de rang législatif adoptée dans la Belgique fédérale. 57. Puis, il existe les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux, ARPS. Ce sont les mesures réglementaires prises par le roi en vertu d'une loi particulière qui accorde temporairement le pouvoir de régler, par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres, un certain nombre de matières déterminées, jusqu'alors réglées normalement par le législateur lui-même. Ces dispositions peuvent modifier un texte ayant force de loi. Mais dans cette situation, par le biais des pouvoirs spéciaux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.